Et maintenant, cap sur Oronce Finet. À vos ordres, amiral, le magicien des pôles glacés. Sa fameuse carte de 1531, cette Antarctique préglaciaire en mode île fleur de lotus, posée peinarde au sud, mérite tout un décryptage. La carte d'Oronteus Phineus. Là, on entre dans une zone où l'histoire officielle commence franchement à transpirer un peu sous les bras. Ça craint du boudin. Ce document, daté de 1531, est un autre gros caillou dans la chaussure des chronologies classiques. C'est une map-monde qui figure l'Antarctique sans sa calotte glaciaire, avec des rivières, des chaînes de montagnes et des contours côtiers étonnamment précis. En 1531, on dessine déjà un continent qu'on a officiellement découvert que 300 ans plus tard. Encore une fois, quelque chose comme d'anachronique. Allez, petit décryptage à la loupe de cette vérité vibrante. C'était un mathématicien et cartographe italo-français, aussi connu sous le nom d'Oronce Finet. Il enseignait à Paris et avait la réputation d'être très cultivé, notamment dans les textes anciens. L'Antarctique est bien là, à la bonne place, mais représentée sans glace, avec des fleuves intérieurs, des montagnes, un littoral net, comme s'il avait été observé avant le dernier âge glaciaire. Le pôle sud est centré correctement, ce qui est fou, car les instruments pour calculer ça précisément n'existaient pas à l'époque, sauf si on admet que Finet s'est appuyé sur des sources très anciennes. Certains reliefs correspondent aux données modernes radars sous glace découvertes récemment via les sondages satellitaires. Coïncidence ? L'hypothèse avancée par Charles Hapgood, qui était un professeur d'histoire américain, qui a proposé des théories telles que des civilisations avancées ont existé bien plus tôt qu'on ne le croit, et que la croûte terrestre aurait glissé rapidement, déplaçant ainsi les continents. C'est que Finet et d'autres cartographes du XVIe siècle, comme Piri Reis ou Mercator, auraient eu accès à des cartes antiques héritées de civilisations antédiluviennes donc, peut-être même sauvegardées dans des bibliothèques secrètes, comme Alexandrie ou le prieuré de Sion. Non, mais pour cartographier l'Antarctique avant qu'il ne soit enseveli, il faut soit un satellite, soit une sacrée bonne barque et du temps devant soi. Donc on parle ici d'un peuple doté d'une technologie maritime et géodésique, étant l'ensemble des outils et méthodes utilisés pour mesurer avec précision la forme, les dimensions et la position de la Terre, ainsi que pour cartographier des lieux en tenant compte de leur position sur le globe. C'est ce qu'on utilise par exemple pour les GPS, les cartes topographiques ou encore les relevés de terrain pour les réseaux d'énergie ou les sites dits sacrés. Bref, une technologie maritime et géodésique avancée est très en avance sur les civilisations connues. Une fois de plus. La localisation, la chronologie et la présence d'un savoir oublié renvoient à l'idée que des survivants de l'Atlantide ou d'une autre civilisation mère ont transmis leur savoir aux anciens Égyptiens, Grecs et cartographes de la Renaissance. Imagine que la carte de Finet n'est pas qu'un document géographique, mais une clé, une cartographie énergétique ancienne représentant non seulement les terres visibles, mais aussi les points d'activation planétaire préglaciaire, un peu comme si les anciens connaissaient l'architecture tellurique de la Terre avant qu'elle ne soit figée dans la glace. Nous refermons le grimoire d'Oronce Finet et on embarque direction l'Empire ottoman. Cap sur la fascinante carte de Hachi Ahmed, version 1559. Prépare-toi, ça sent déjà la map monde révisée
les continents malicieusement connectés et peut-être une vision précolombienne du monde bien avant l'heure. Cette carte est un autre joyau mystérieux de la cartographie ancienne. La carte turque de 1559 attribuée à Hacı Ahmed est moins célèbre que celle de Piri Reis, mais elle est tout aussi fascinante, voire encore plus provocante pour les certitudes académiques. On y voit une représentation claire de la côte pacifique de l'Amérique du Nord, bien avant les grandes explorations officielles espagnoles ou britanniques. On y distingue des formes qui ressemblent à la Californie, l'Oregon et même l'Alaska, avec une précision suspectement avancée, une fois de plus, pour l'époque. Cette côte antarctique représentée, qui, comme Piri Reis, par exemple, elle était officiellement inconnue à ce moment-là, et pas juste une tache au sud. Non, 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 un vrai continent, aux contours affirmés. Ce fameux pont continental, au niveau du détroit de Bering, cette masse relierait les deux continents, ce qui a fait frémir plus d'un historien, car cela nous dit que le détroit de Bering était asséché durant les ères glaciaires, connu même sous le nom de Béringie, par où les peuples préhistoriques auraient migré vers les Amériques, ou encore un continent oublié, effacé des cartes modernes, mais connu des anciens marins et conservé dans des archives obscures. Mais parce qu'elle suppose l'accès à des sources très anciennes, encore une fois, compilées bien avant les outils modernes de mesure. Peut-être des cartes antérieures à la dernière glaciation, voire issues de civilisations désormais disparues. Et aussi parce qu'elles rejoindraient des récits autochtones et mythologiques sur des terres englouties, des routes anciennes et des migrations oubliées. Et ça me fait penser, mais depuis tout à l'heure, je l'ai dans la tête. Alors, allez, c'est parti. Toi, enfant de la terre, écoute-moi. Toi qui as le secret du chagrin, dans toutes les strates et les mondes engloutis, suis Spartacus, Bob, Rebecca. Oh, vous, enfants de lumière, suivez-moi. Vous qui connaissez notre passé, vers Arcadia, vers les mondes engloutis, pour nous sauver la vie. Allez, vas-y, chante avec moi, là. Suis les mondes engloutis, jusqu'au creux de la terre, enfant va et vole avec nous au fond des univers. Et ouais, à défaut de danser, et pas on chante. Bon, ça c'était pour un ami. Allez, on poursuit. On pourrait voir cette carte comme le fragment d'une géographie antérieure au cataclysme, gardée dans des cercles initiés de navigateurs, de gardiens de la connaissance. Une géographie qui décrit la Terre avant la montée des eaux, quand certains continents étaient encore connectés. Et si cette fameuse terre-pont représentait non seulement un passage physique, mais ouais, tu l'attendais cela, hein, je suis sûre, mais aussi une voie énergétique, un canal entre l'Eurasie et l'Amérique, aujourd'hui partiellement effacé mais toujours actif dans les réseaux telluriques de la planète. On termine en beauté, naturellement, avec le grand Gérard Mercator, le Mozart des maps-mondes, le Léonard du compas, le king du quadrillage. Gérard Kremer, dit Mercator, est un géographe, cosmographe, mathématicien et graveur flamand. Ah ben dis donc.
Il est surtout connu pour avoir inventé la projection de Mercator en 1569, une méthode de représentation du globe sur une surface plane très utile à la navigation maritime. Mais derrière ce cartographe officiel se cache un visionnaire qui pensait que le monde terrestre est le miroir du cosmos et que chaque ligne tracée est une ligne de force. Et oui, c'est lui qui a popularisé le terme atlas pour désigner un recueil de cartes. Et attention, il ne pensait pas au titan grec qui porte le monde sur son dos, hein, mais à un roi savant berbère, Atlas de Maurétanie, qu'il considérait comme un sage astronome de l'Antiquité. Pour lui, cartographier le monde, c'est raconter une cosmologie terrestre. Encore un clin d'œil, tu vois, à la fusion ciel-terre. Souvent cité, rarement bien connu. Et moi, je n'en sais guère davantage, en vrai. Non, allez. Cette carte publiée après sa mort représente un pôle nord divisé en 4 îles autour d'un rocher central, avec une mer tourbillonnante au centre. Un vortex? Ou une porte? Ou alors une évocation symbolique d'une autre géographie? On ne sait pas vraiment, mais elle nourrit toutes les hypothèses sur l'Hyperborée, l'Agartha ou la Terre creuse. Des influences, oui, par rapport à certains passages qu'on peut voir, des zones floutées, des erreurs soi-disant volontaires et des annotations étranges dans ces cartes laissent penser que Mercator était en contact avec des cercles ésotériques ou sous influence d'ordres comme les jésuites, grands gardiens du savoir, mais à l'époque, hein, on parle, ou comme la compagnie de Jésus, qui centralisait et filtrait les savoirs du monde. Super impressionnant, Mercator n'a pas juste dessiné des cartes à plat, il a aussi réalisé des globes et en parallèle un céleste et un terrestre. Chaque constellation avait son double géographique, avait un reflet terrestre. Cela renforce l'idée qu'il voyait la Terre comme une matrice sacrée, un reflet de l'architecture cosmique, un miroir du ciel, à lire avec les yeux et l'intuition, mon ami. Ouais, on retrouve dans ces annotations des mentions de vents enfermés, îles mouvantes, courants magnétiques et des zones interdites à la navigation. Est-ce des avertissements, des codes ou simplement une manière de protéger des connaissances dites dangereuses ou alors sacrées? Tout ça nous laisse penser que certaines données lui ont été transmises via des canaux non officiels. Légendes maritimes, récits ésotériques, manuscrits disparus. Mercator, alors, bien plus qu'un géographe, non? Était un pont entre deux mondes. Celui des grandes puissances maritimes émergentes et celui de la géographie sacrée, où chaque mer est mémoire, chaque île une clé, chaque carte un code. Et voilà les amis, nous refermons ensemble ce premier chapitre. Cette traversée qui, je l'espère, t'a plu, à la rencontre des cartes des anciens rois de la mer. Des cartes qui ne sont peut-être pas que des outils de navigation, t'as vu, mais des grimoires à ciel ouvert, complets. Dulcère, Zéno, Ptolémée, Camério, Benincasa, Piri-Reis, Finé, Hadji, Mercator. Tous ces noms, peut-être, n'étaient pas de simples géographes, mais des passeurs entre les mondes, des gardiens d'un savoir tissé entre la terre et les étoiles. Nous avons effleuré les contours d'un monde plus vaste, plus ancien, plus vibrant que celui qu'on nous enseigne. Alors que les voiles se replient et que le port se dessine à l'horizon,
Souvenons-nous que chaque carte est un code, chaque île est une clé et chaque mer une mémoire. Ce n'était qu'un début. Prochain cap, de nouvelles énigmes, de nouveaux territoires vibratoires à explorer. Merci d'avoir embarqué avec moi. À très bientôt sur la passerelle stellaire, là où l'invisible reprend vie. Bye bye!